Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finance et patrimoine. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Géraldine Garnil sur le sujet « Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ». Alors Géraldine, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, je suis ravi de t'accueillir. Moi pareil. Pour cette version du podcast, et puis je pense que ce sujet va pouvoir aider de nombreuses personnes qui cherchent leur voie à peut-être mieux s'orienter et qui sait partir sur ce métier. Donc pour commencer, est-ce que tu peux parler de ton parcours professionnel, un petit peu qui tu es, Géraldine ? Alors moi je suis dirigeante du cabinet G Patrimoine. J'ai créé ce cabinet il y a 2 ans, après avoir eu une expérience en banque d'une quinzaine d'années. Donc je suis passée par tous les cursus en banque, conseiller financier, conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine. Et au bout d'une quinzaine d'années, j'ai décidé de mettre à profit mon expérience professionnelle pour mon compte personnel. D'accord. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine ? C'est une bonne question, Olivier. Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ? Alors, c'est un grand mot, mais c'est tout simplement accompagner les clients dans la gestion de leurs projets, la préparation de leurs projets personnels et professionnels. D'accord. Donc, ça se traduit par un accompagnement finalement sur le long terme. Exactement. En fait, l'idée de l'accompagnement, c'est de préparer la personne à s'adapter à ses projets. C'est-à-dire que dans la vie, on a des projets qui sont tout à fait alors personnels, professionnels, court terme, moyen terme, long terme. Et tous ces projets doivent être préparés pour qu'il y ait une bonne continuité et une finalité de ces projets. D'accord. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'humain dans la relation qu'il faut entretenir entre le conseiller et son client. Juste en quelques mots, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier ? Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins pour aller à la rencontre de tes clients ? Alors effectivement, juste pour rebondir à la question d'avant et finaliser ce que tu viens de dire, c'est que la relation doit être une relation de confiance. Si la relation n'est pas basée sur de la confiance, le conseiller et le client ne peuvent pas travailler ensemble. Oui, voilà. Puisqu'il s'agit quand même des finances d'une personne ou d'une famille, donc des sujets hyper sensibles. Exactement. Alors ce qui me fait vibrer moi aujourd'hui dans mon métier, c'est d'avoir trouvé la solution adaptée et quand le client me dit « Go Géraldine, on y va ». D'accord. Voilà. Donc c'est suite à une proposition, c'est la confiance qui s'est installée. Exactement. C'est la confiance. D'accord. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient aussi se lancer dans cette activité-là, qu'est-ce qu'il faut comme compétences ? Qu'est-ce qu'on doit avoir en termes de capacité, de soft skills ou de technique pour pouvoir exercer ce métier ? Alors, ça va en fait être une seule réponse. Parce que c'est effectivement la clé pour être conseiller, et n'importe quel conseiller d'ailleurs, j'aurais envie de dire, c'est de trouver le besoin du client. Et pour trouver le besoin du client, en fait, c'est de l'écouter. Si j'écoute pas mon client, je ne saurais absolument pas quoi lui proposer. D'accord, voilà. Donc la première compétence, la première qualité, c'est l'écoute et la compréhension des projets de son client. Et l'empathie, du coup. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors après, il y en a beaucoup d'autres. Ça va dépendre de quel statut, sous quel statut tu es, en fait. Le statut de salarié, c'est facile.
Parce qu'en fait, le client vient tout seul. Il vient taper à la porte de la banque. Voilà, exactement. Donc, il tape à ta porte. Alors, c'est facile, je dis ça, mais il y a quand même aussi aller chercher du client quand tu es en banque, mais c'est beaucoup plus simple quand tu es salarié. Quand tu es à ton compte, il y a des difficultés supplémentaires à surmonter, notamment trouver du client. Voilà. Donc, mais déjà, on est allé peut-être un peu vite sur le mode salarié. Oui. Quelles sont les compétences, à part l'écoute, à avoir pour pouvoir être conseiller en gestion de patrimoine, même en tant que salarié, dans une organisation bancaire ou assurantielle? Alors, les compétences qu'il faut absolument avoir, c'est de l'organisation, être synthétique, parce que quand on fait nos propositions aux clients, il faut savoir aller droit au but. Le client, en fait, si tu lui expliques beaucoup trop de choses, il va se perdre. Donc, voilà, organisé, synthétique, adaptable. Et puis toujours aller à la recherche des nouvelles informations, réglementations. Ça, c'est très important parce que notre métier est basé sur la réglementation. Et ça met un peu de challenge dans la vie du conseiller parce que finalement, il faut toujours être au courant des dernières nouvelles réglementaires. D'accord. Donc ça, c'était la partie où on est salarié, où je dirais les clients viennent d'eux-mêmes à la banque avec leurs besoins. Oui. Les salariés en général n'effectuent pas forcément des recherches de clients, ils en effectuent un petit peu. Alors, ils seraient censés le faire, mais il y a tellement de travail dans les banques en tant que salarié pour le conseil bancaire que finalement, on n'a pas le temps en banque d'aller chercher... Alors, il est demandé de la part de la direction d'aller chercher de la recommandation, de faire du phoning, mais il faut savoir que le métier de conseiller dans les établissements bancaires ou même au niveau assurance, il y a énormément de travail. Et donc, aller chercher du client, c'est un peu plus difficile. D'accord. Voilà. Et donc, par contre, lorsqu'on passe à son compte, eh bien, finalement, il faut se faire connaître, créer cette relation de confiance. C'est ça. Et puis monter son entreprise. Exactement. Et c'est là où ça devient plus difficile, finalement. Ça s'inverse par rapport au métier de conseiller salarié. Donc, quelles sont les compétences nouvelles qu'il faut pour passer à son compte, en fait, pour monter son entreprise ? Alors je dirais que les compétences nouvelles, ce serait finalement d'être visible autour de soi. Alors je l'exprimerai comme ça. Se rendre visible ? Se rendre visible, autant... alors se rendre visible, mais aussi donner confiance. Parce que les personnes vont venir à toi si tu leur donnes confiance. Voilà. Donc la difficulté de s'installer aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une visibilité pour que les clients viennent à toi. D'accord. Donc autant quand on est salarié, la relation de confiance, elle est à installer une fois que le client est arrivé à soi. Tout à fait. Autant là, elle est d'abord à installer à distance avant que le client soit arrivé pour le convaincre de venir. Exactement. Donc il y a une difficulté supplémentaire à créer puisque effectivement quand on est dans un organisme, un gros organisme, il y a déjà la confiance. C'est ça. Okay. Exactement. Alors c'est pas la seule difficulté à surmonter quand on s'installe. C'est que déjà la première difficulté quand on s'installe à son compte, c'est quel statut choisir. Voilà. Ah oui. Et donc là, c'est la création de l'entreprise. La création de l'entreprise. Alors, le statut, je parle du statut du conseiller. Il y a plusieurs statuts. Il y a le statut de mandataire, où là, tu es rattaché à une enseigne. D'accord. Exclusive ou non. Mais là, tu es donc mandataire et tu... en gros, pour expliquer rapidement ce que c'est que le statut de mandataire, c'est que tu as un portefeuille client, mais qui n'est pas le tien. Voilà. Donc, il appartient au cabinet pour lequel tu travailles ou à l'organisation Exactement. Exactement. Ou à l'organisation pour laquelle tu travailles. D'accord.
Ensuite, donc, tu es à la fois à ton compte, donc à ton entreprise, mais tu es rattaché à une organisation qui te fournit des services, j'imagine. Qui te fournit des services en échange, ça peut être bien sûr. Un groupement aussi de CGP, une association? Non, alors un groupement, tu seras... voilà, c'est encore autre chose. Voilà. En fait, donc du coup, je rebondis dessus. Tu peux aussi être rattaché à un groupement, mais en étant indépendant. Le fait d'être rattaché à un groupement, c'est que tu as la possibilité d'avoir une organisation qui s'occupe de tout ce qui est fournisseur. Une organisation qui s'occupe de faire un lien entre chaque conseiller qui appartient au groupement, ce qui permet de faire des choses sympas comme des after-work, des séminaires, des réunions aussi de travail. Des formations aussi? Des formations, exactement, puisqu'on a des formations réglementaires qui sont de 15 heures par an obligatoires, et du coup ça permet de booster un peu tout ce travail qu'il y a à faire quand on est installé à son compte. Et quand on est tout seul, donc du coup le dernier statut c'est vraiment indépendant et tu n'es rattaché à aucune entité, et là tu es vraiment seul, donc tu t'organises ton année toute seule. Voilà. Et donc toi, Géraldine, tu es passée par plusieurs étapes dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu es passée de dire, parce qu'aujourd'hui tu es complètement indépendante, ton cabinet c'est ça. À toi, est-ce que tu as eu le besoin de passer par des étapes Oui, j'ai eu besoin en fait de passer par l'étape du mandat. En fait, j'étais mandataire d'une structure, d'un agent Swiss Life à l'île Jourdain. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, c'est Richard Modesto. Donc qui m'a permis de faire le pas entre le salariat et l'indépendant. Voilà. Ensuite, au bout de 15 mois, j'ai eu le besoin de passer à mon compte, vraiment en indépendant. Pourquoi ? Tout juste, j'ai eu la nécessité en fait de créer mon portefeuille client pour avoir un patrimoine à transmettre à mes enfants. Et ça, c'est le principal inconvénient du statut de mandataire. Donc ça apporte des services parce qu'on est sous une agence ou une organisation qui aide, qui est très facilitante, on peut y rester toute sa vie. Mais l'inconvénient, c'est que les clients, on ne constitue pas un portefeuille de clients à soi, donc on ne capitalise pas là-dessus, et puis on ne gère pas ses fournisseurs non plus directement. Non. Voilà. Alors c'est du coup ce statut que j'ai choisi aujourd'hui en indépendance totale s'appelle le statut de courtier. D'accord. Voilà, courtier et conseiller en investissement financier. Ce qu'on appelle le CIF. Exactement, le CIF. Puisque j'ai les deux casquettes. D'accord. Alors, justement, en parlant de CIF, on peut passer à la partie autorisation. Quelles sont les autorisations nécessaires pour devenir CGP ? Alors, je ne sais pas si ça dépend du statut de salarié ou d'indépendant. Alors, ça dépend du statut de salarié et d'indépendant. En tout cas, dans les deux statuts de salarié ou d'indépendant, si tu veux faire du conseil en investissement financier, il faut que tu sois titulaire de l'AMF, donc qui est... Autorité des marchés financiers. Exactement, voilà. Donc c'est une accréditation. Exactement, voilà, qui permet d'accéder au statut de conseiller en investissement financier. Ça, c'est le passage obligé de tous les professionnels. De tous les professionnels, autant en banque, assurance qu'indépendant. Et ça, comment ça se traduit par quoi ? C'est un examen ? C'est un dossier ? Alors, c'est un examen que tu passes dans des établissements qui sont aussi accrédités pour qu'ils puissent nous faire passer ce qu'on appelle donc l'AMF. Tu as 200 questions mélangées sur la réglementation bancaire. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après l'AMF, c'est pas non plus, ça fait pas rêver au niveau du sujet. Oui. Et puis on le passe qu'une fois et ensuite il y a des formations qui permettent de l'entretenir, je pense. Non, on le passe qu'une fois, il est valable à vie, mais bien sûr on a des contrôles D'accord. oui. Vous avez une sorte c'est une autorité de surveillance. Exactement, en fait, qui surveille tous les oui. professionnels. Exactement, c'est la CPR qui s'en occupe. D'accord. Voilà. Donc on était sur les autorisations. Donc on a parlé de l'AMF qui est l'autorisation minimale pour pouvoir, je dirais, proposer à ses clients des produits financiers basés sur l'assurance.
Non, Non, alors pas je me l'AMF, exactement. Je me trompe. C'est ça. C'est que l'AMF, en fait, c'est pour... ça te permet d'exercer la profession de conseiller en investissement financier. D'accord. Voilà. Tout ce qui est assurance, tu peux donc le pratiquer et tu as besoin d'une autorisation qui est en fait délivrée par l'ORIAS. D'accord. Voilà. Donc là, tu as un dossier à remplir. Alors, l'ORIAS, en fait, aussi délivre l'autorisation pour le CIF. Hein. Voilà. Mais l'assurance, tu n'as que cette autorisation à avoir. Pour le D'accord. CIF, tu as l'ORIAS et l'AMF. Ces deux professions sont en fait complémentaires. Tu as donc la profession d'intermédiaire en assurance et tu as la profession de conseiller en investissement financier. Donc elles se complètent. Donc le métier de conseiller en gestion de patrimoine est basé sur le fait de pouvoir proposer à ses clients finalement des placements ou des projets de toute nature, oui. Qui soient dans le domaine de l'assurance, oui. dans le domaine de l'investissement. Exactement. Et peut-être aussi de l'immobilier, j'imagine que... Exactement. Alors là, du coup, c'est une autre habilitation qui, en fait, se nomme la carte T. Tu obtiens la carte T pour faire de l'investissement immobilier. Donc là, on peut proposer des logements à vendre ou oui. des investissements dans le domaine oui. de l'immobilier. Oui, en loi Pinel, voilà. ou bien tout simplement locatif. Donc le conseil pour vraiment être conseiller en gestion de patrimoine accompli, c'est d'avoir toutes ces accréditations, soit directement... Alors, j'ai pas fini en accréditation. Ah, pardon. Ah oui, ça serait trop simple. C'est qu'il faut aussi adhérer à alors moi, ce que j'appelle une chambre des CGP. Donc, tu en as plusieurs. Hein. Et moi, j'ai choisi de travailler avec la compagnie des CGP. Tu en as plusieurs comme l'ANACOFI. Tu as aussi... alors, je n'ai plus la Chambre nationale des CGP. Voilà. Puis, tu en as d'autres. Voilà. Mais tu dois forcément adhérer à l'une de ces chambres pour pouvoir exercer, parce que c'est eux qui vont en fait t'autoriser à le faire. Et ils surveillent, entre guillemets, hein, surveiller c'est pas vraiment un terme sympathique, mais en tout cas ils t'accompagnent dans ton année d'exercice. Donc voilà. C'est une association professionnelle, un syndicat. C'est ça. Voilà, oui. Il y en a plusieurs, hein, si je comprends bien. Tu peux choisir celui que tu veux. On choisit sa paroisse. Voilà. Et donc, elle fournit des services. Mais c'est quand même eux qui sont garants de tes habilitations aussi. D'accord. C'est-à-dire que tu dois y mettre tous tes documents nécessaires pour exercer. Tes diplômes, tu dois y mettre ton ORIAS, tu dois y mettre ton AMF, tu as un entretien avec avec un comité pour voir comment tu exerces. Voilà, tout ça pour dire que c'est quand même une profession qui n'est pas dite réglementée comme les experts comptables, mais on est quand même dans une profession réglementée. Oui, alors elle est multi-réglementée, ce que je vois vraiment, par secteur d'activité, voilà. Donc assurance, investissement et puis immobilier. Tout à fait. Très bien. Alors, qui dit proposer à ses clients des solutions, dit avoir des solutions et dit avoir des fournisseurs de solutions. Oui. Alors, comment ça se passe pour avoir des fournisseurs de solutions? Donc, quand on est salarié d'un organisme, voilà, l'organisme a ses produits maison, que ce soit les banques, les assurances, voilà. La question ne se pose pas, par contre, il n'y a pas de choix, ce sont les produits de la maison, exclusivement. C'est ça. Bon, après, il y a beaucoup de choix quand même dans les produits maison. Hein. Voilà, mais on est entre guillemets limité à cela, mais effectivement. Ensuite, lorsqu'on passe, si on devient mandataire, donc là on bénéficie finalement de l'agence à laquelle on est rattaché, c'est ça. De l'organisation, des produits que cette agence-là a pu négocier. Tout à fait. Voilà. Ensuite, lorsqu'on est complètement à son compte, il faut avoir, je dirais, des fournisseurs. Des fournisseurs. Et puis il y a l'intermédiaire qu'on n'a pas cité, c'est le groupement, qui permet aussi d'avoir des fournisseurs tout en étant totalement indépendant. Tout à fait. Alors j'ai eu des propositions d'intégrer des groupements, notamment Valorem, qui ont vraiment des propositions alléchantes. Hein.
La seule chose qui m'a aujourd'hui qui m'a freinée, c'est que du coup, je n'étais pas finalement si libre que ça avec un groupement. Donc moi, ce que je cherchais en quittant le salariat, c'était quand même la liberté. La totale liberté. La liberté d'exercer comme je l'entendais. Et je rebondis donc sur les fournisseurs. Ce qui est passionnant, c'est que je vais à la recherche des fournisseurs avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. D'accord. Personne ne m'impose quoi que ce soit. Donc moi, je cherche des fournisseurs plutôt, on va dire, dans des structures familiales. Alors, on va rigoler quand je dirais les fournisseurs avec qui je travaille, qui sont quand même des gros fournisseurs, des gros organismes, mais par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus petits. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher les fournisseurs qui te parlent le plus, tout simplement. Avec qui tu t'entends bien. Oui, puisque dans chaque organisme assureur, il y a des responsables de secteur. Ces responsables de secteur, soit ça matche, soit ça matche pas. En fait, c'est tout. Et évidemment, j'imagine qu'ils doivent, ces fournisseurs, offrir une palette de produits, de solutions qui permettent de couvrir tous les besoins de tes clients, parce que exactement. C'est la condition de base. Et ce que tu dis citer, c'est forcément le plus. Oui. Oui, et l'avantage du groupement dans tout ça, que tu as cité Valorem, qui proposait des avantages, c'est-à-dire eux, ils ont déjà négocié avec beaucoup de fournisseurs. C'est ça, ils ont tout clé en main. Voilà. Tu arrives et l'avantage du groupement, c'est que les fournisseurs, ils te disent, voilà, nous on travaille avec tel fournisseur. Tu as déjà des codes d'accès si en fait tu les veux de suite. Hop, ils te donnent les codes d'accès. Mais tout ça n'est pas gratuit. Donc derrière, tu leur payes une partie, tu leur redonnes une partie de tes commissions. Donc ça aussi, ça me dérangeait un petit peu. Donc pour le moment, j'ai décidé. Je ne dis pas que je n'y adhérerai pas, parce que peut-être qu'un jour, je me sentirai vraiment trop seule. Et du coup, je rejoindrai forcément un groupement si je me sens seule. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut prévoir un budget pour se lancer ? Donc, on sait que monter une entreprise, ça nécessite de ne pas partir avec rien du tout. Est-ce que dans le cas d'un conseiller en gestion de patrimoine, il faut prévoir un budget ? Alors, il faut prévoir un sacré budget de mindset et de motivation. Ça, c'est le premier budget. Après, au niveau budget financier, ce qu'il faut prévoir, c'est peut-être entre 6 et 12 mois d'activité non rémunérée. Voilà. D'accord. Parce que le temps que tu crées ta place, voilà, moi je considère entre 6 et 12 mois pour que ça se fasse. Voilà. Donc il faut que tu puisses vivre pendant 6 à 12 mois sans revenu. Le temps de développer, je dirais, ton marketing, ton image, ton cabinet, et que ça commence à être connu et que les clients affluent. Exactement, les clients affluent. Alors juste pour terminer, juste sur ce que tu dis, les clients affluent, c'est pas une chose facile. Voilà, j'ai rencontré durant mes 18 mois d'activité, là je suis à 18 mois d'activité réelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont commencé en même temps que moi et qui se sont arrêtées. Voilà, donc c'est pas un métier facile. Par contre, quand on est vraiment motivé et qu'on est animé par le vrai métier de CGP, je pense qu'on y arrive facilement. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on se met complètement à son compte, comme tu l'as fait, il y a beaucoup de temps qui est consacré à se faire connaître et à trouver, à avoir des rendez-vous, alors qu'ils sont un petit peu tout cuits dans une banque, par exemple. Et donc, en fait, est-ce qu'on peut donner une proportion entre le nombre de rendez-vous qu'on peut faire en banque par semaine et le nombre de rendez-vous qu'on fait finalement quand on est à son compte, parce qu'il faut aussi s'occuper de trouver des clients à côté. Quel est le rythme ? Qu'est-ce qui change ? Alors, moi, je pourrais te parler de mes chiffres à moi, puisqu'en fait, je discute avec d'autres où c'est pas du tout la même chose que moi. D'accord. Ça nous donnera une illustration. Ça va vous donner une illustration peut-être à tous. Au niveau de la banque, en CGP, normalement, on est à minimum 12 rendez-vous par semaine prévus pour la semaine d'après.
Voilà. Moi, aujourd'hui, je tourne à peu près à 6 rendez-vous. Par contre, j'ai discuté avec des CGP qui sont, eux, à 16 rendez-vous par semaine. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est pour moi, aujourd'hui, infaisable. Je n'y arriverai pas si je voulais vraiment aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire faire mon métier de CGP. Donc, bien préparer mes dossiers, faire mes suivis, c'est pas possible. 12 rendez-vous par semaine, je n'y arrive pas. Après, quand tu as ton compte, tu choisis exactement la manière dont tu veux travailler. Exactement. Donc, c'est pas un rythme imposé par un manager d'une grosse organisation. Tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Tout à fait. Très bien. Mais aujourd'hui, ça marche bien. Donc, ça marche super bien. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Voilà. Donc un budget, voilà, on a compris, il faut se laisser le temps de s'installer, donc il faut aussi vivre à côté, et donc il faut prévoir. Mais on peut bénéficier d'aide, j'imagine, quand on fait ce pas-là, passer du monde du salariat au monde de... On peut bénéficier d'aide de Pôle emploi, qui permet finalement d'avoir 2 ans de sérénité financière pour s'installer. D'accord. Puisqu'en fait, alors tu peux en bénéficier effectivement si tu as eu une rupture conventionnelle, parce que sinon tu peux pas le faire, ou alors réorientation professionnelle, mais là finalement tu sors pas de la banque. Oui. Voilà. Donc. Est-ce qu'on peut se lancer à son compte sans avoir fait une expérience finalement au moins salariale, c'est-à-dire de s'être occupé de clients, de savoir gérer des clients, déjà d'avoir connaître le métier de CGP. Est-ce qu'on peut se lancer à son compte sans connaître le métier de CGP avant ? Honnêtement, Olivier, je peux pas te répondre à cette question parce que moi, ça n'a pas été mon cas. Et ce que j'ai pu constater autour de moi, je te dirais que non. D'accord. Voilà, c'est très difficile pour les personnes qui, en plus, doivent apprendre le métier. Et en plus... donner confiance au client. Donner confiance au client, mais pour donner confiance au client, il faut connaître vraiment les solutions que tu proposes. Et déjà. Voilà, faire un bilan patrimonial, c'est pas moindre. Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître. Et je pense que dans ces cas-là, si tu ne viens pas du métier de CGP salarié, il faut bien quand même que tu te donnes 2-3 ans de formation pour pouvoir ensuite l'appliquer dans ton expérience quotidienne. Donc, je suis un petit jeune, je viens d'avoir mon Master 2 en finance, j'ai mon AMF en poche. Oui. Est-ce que je me lance directement à mon compte ou est-ce que je vais faire mes preuves dans le monde en tant que salarié ou... Alors, mon conseil, mais ça, je répète, ça n'est vraiment que moi. Oui, il ne marchera pas pour tout le monde. Ça ne marchera pas pour tout le monde. C'est de faire son expérience en banque ou chez un assureur. C'est la meilleure des expériences en sachant que tu verras vraiment si tu es fait pour ce métier. Oui, déjà. Sans prendre trop de risques. Sans prendre trop de risques. Et puis, tu as finalement des grosses organisations qui t'apprennent. Et ça n'a pas de prix. Moi, je remercie vraiment la banque avec laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans. Parce que sans eux, je ne serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Eh bien, moi, j'ai épuisé mon petit stock de questions sur cette profession. Merci beaucoup, Géraldine. Avec plaisir. De partager cette expérience qui sera sûrement profitable à plein de gens. Je l'espère. Et puis à très bientôt. Donc, pour te contacter, comment on fait ? LinkedIn, j'imagine ? Alors, LinkedIn, Facebook, Instagram il n'y a pas longtemps. Voilà. Géraldine Garny, le cabinet G Patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Olivier. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.